très ravie de vous accueillir à cet événement ce soir, qu'on planifie quand même depuis cet été, donc je suis contente que ça ait finalement lieu. Donc, ça va être une discussion avec Elissa Kayal au sujet de sa poésie, et puis on va faire à travers ça quelques lectures. Donc, je vais commencer par vous faire une petite présentation plus classique de Elissa pour les personnes qui ne connaîtraient pas. Elissa est une poète et critique libano-palestinienne qui habite à Tiohtià:ke, Montréal, depuis 2011. Sa pratique artistique allie performance, psychanalyse et une poésie où la parole jaillit du corps et de ses organes. Ses principes sont la viscéralité, l'euphorie, l'urgence, les célébrations vengeresses, l'oralité et la culture pop. Elle a fait un baccalauréat à l'université McGill, puis maintenant elle complète une maîtrise en littérature comparée à l'UDM, au même département que beaucoup d'entre nous ici. Elle assure aussi la direction générale de la revue Estuaire depuis juin 2025, et ses textes sont publiés dans des revues comme Möbius, Estuaire, Zinc et Lieux communs. Et son premier recueil de poésie, pour l'instant intitulé L'histoire de ma gueule, sera publié très prochainement. Et donc, c'est entre autres de ce recueil-là qu'on va parler ce soir. Mais on va pouvoir aussi parler peut-être d'autres choses plus générales, d'art, de politique, de littérature, de ce qui va venir aussi dans la discussion. Évidemment, on va ouvrir la discussion à vos questions à la fin. Donc, s'il y a des choses qui vous viennent en tête pendant qu'on discute ou pendant les lectures, n'hésitez pas à les noter précieusement. Et pour finir, avant de débuter, il y avait quelques personnes que je voulais remercier. Donc, le CLCP, pour avoir lancé l'idée et nous avoir poussé vers cet événement. Samuel et Glenda qui sont ici. PS, donc aussi du département, la revue Post-Scriptum. Merci à tout le monde d'être venu ici ce soir. Et puis, au port de tête de nous recevoir. Donc, Farid, Martin et Renaud qui sont ici et qui nous ont bien installés. Et bien sûr, merci à Elissa de te prêter au jeu de l'entretien et aussi de la lecture, parce qu'on voulait commencer cette soirée avec une petite lecture, la première section de ton recueil, je pense. Oui, bien sûr. Bonsoir. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment très touchée d'être avec vous aujourd'hui dans cette librairie que j'aime beaucoup. Donc, je me sens un petit peu comme chez moi. Je vais vous lire, en fait, je vais même vous réciter le premier poème qui ouvre mon recueil, qui s'appelle Pour résumer l'histoire humaine. Je le connais par cœur, donc je ne le lirai pas, quitte à faire des fautes. Voilà, donc il va comme suit. Pour résumer l'histoire humaine. Pour résumer l'histoire humaine, l'humain parle. L'humain parle de haut en bas, de bas en haut, de droite à gauche à droite, de diagonale en diagonale, d'hypoténuse en hypoténuse. L'humain parle dans toutes les directions. Et on apprécie l'humain qui parle en vis-à-vis, c'est-à-dire qu'on apprécie l'humain qui parle de visage à visage. Mais l'humain est humain, et à force de parler de visage à visage, l'humain oublie que son visage est troué. Personne ne sait si c'est la parole qui troue le visage de l'humain ou si c'est l'humain qui troue la parole. Ce que l'on sait depuis que l'humain parle. La Terre est ronde et sa circonférence à l'équateur est de 40 075 kilomètres. L'humain, lui, tend à vouloir être de forme rectangulaire. Et s'il mettait bout à bout ses veines, ses artères et ses capillaires sanguins, l'humain serait mort. Ainsi l'humain parle, pour ne pas se tuer involontairement. Chaque humain avec une bouche a le devoir de dire à son voisin « Ne déballe pas tes veines pour faire le tour de la terre. Elle restera ronde, mais toi, tu seras étiré, écartelé, seul et mince, à la fois l'ombre de toi-même et trop. Mon cher humain, j'ai vu les mers, elles sont vastes mais aussi, elles ont la taille d'un rien. À travers les mers, tu ne trouveras pas de maison, ni l'odeur d'une maison, ni l'étreinte d'une maison. Loin de chez toi, tu seras un tuyau où rien ne circule, à part le vent
et le souvenir du vent. Tel est le devoir de chaque être humain, d'avertir sa voisine et son voisin, car l'écartèlement est la seule vérité que nous connaissons pour sûr. Pour le reste, les gens jappent. À travers leurs chapeaux, il et elle jappent. Mais personne n'est jamais là quand les choses naissent et pourrissent et meurent. C'est-à-dire que personne n'est là, dans la naissance ou dans la mort, même quand elles sont lentes et agonisantes et publiques. La mort, même quand elle est partout. Les gens sont seulement autour, comme aux abords d'un ring de boxe où le corps craque. Et l'humain a beau crier, de haut en bas, de bas en haut, de gauche à droite, de droite à gauche, de diagonale en diagonale, d'hypoténuse en hypoténuse, de visage en visage. La parole de l'humain tombe et se perd dans les trous de la terre, parce que la planète est faite à l'image de l'humain, et l'humain a un visage troué. Voici pourquoi les poètes parlent sans visage, un langage défiguré. C'est comme ça qu'on raconte, contre-raconte avec le corps. Pour résumer l'histoire humaine, parlons-nous de vis à vis, de viscère à viscère, avec ces organes qui ne peuvent pas fermer les yeux. Merci. Merci beaucoup. Je vais me rapprocher un petit peu. Merci, Elisa. C'est vraiment, c'est toujours... ben, déjà, moi, j'ai évidemment parcouru ton manuscrit, c'est vraiment toujours une chance de l'entendre ensuite, ou en tout cas de sentir toute la performance à travers ta poésie. On va pouvoir en reparler. J'aimerais qu'on commence peut-être un peu, pour entrer en matière, par parler un peu de ton parcours, ou du moins de ton arrivée vers ce premier recueil, peut-être de ton parcours à la fois plus général, donc de ces scènes qui t'ont... parce que dans le recueil, il y a beaucoup de mise en scène de l'arrivée à l'écriture, donc l'enfance, l'écriture qui sont très liées. Donc peut-être à la fois de ces moments charnières qui t'ont donné ce rapport à l'écriture, et aussi peut-être d'une quête plus précise d'une voix poétique particulière qu'on sent beaucoup dans ton recueil. Donc peut-être si tu voulais nous parler un peu de ces deux choses. Oui, bien sûr. Salut. J'ai aucune idée comment je suis arrivée là aujourd'hui. Parfois, il y a des choses qui se passent en deçà, qui sont... qui nous surprennent et en même temps qui ne nous surprennent pas du tout parce qu'aujourd'hui, quand je fais le travail de rétrospection, je me dis d'accord, il y a des signes, mais ce n'est pas... c'est un travail a posteriori. Je pensais pas à écrire quand j'étais petite. En fait, j'ai grandi au Liban. Ma mère qui est là aujourd'hui, était enseignante de français. Donc moi, je voulais enseigner le français. Je voulais être comme ma mère. J'aimais beaucoup la langue déjà. J'avais peu de contact finalement avec la littérature avant d'arriver au Québec quand j'avais 12 ans. Donc c'était pas quelque chose qui était concevable, même au niveau de l'écriture. En fait, j'écrivais un journal intime. C'était peut-être la chose la plus proche d'une pratique d'écriture. Euh, j'ai tenu un journal les 3 ans qui ont précédé l'immigration, donc à partir de l'âge de 9 ans, que j'ai toujours d'ailleurs et que c'est très très bizarre de replonger dedans justement pour le contexte. Mais j'ai aussi écrit un petit peu quand j'étais adolescente, mais c'était toujours des choses très frivoles. C'était des fanfictions, c'était des textes vraiment, franchement, très mauvais. Mais j'ai compris que je voulais écrire vraiment pour la première fois, je pense, quand j'étais au cégep, euh, à l'âge de 17 ans ou de 18 ans. J'étais au cégep Saint-Laurent, j'avais choisi le programme de littérature. Euh, contre En fait, juste comme ça, pour m'amuser, parce que j'avais pas nécessairement de préalable très rigide pour faire de l'enseignement après. Et puis, j'ai jamais quitté la littérature depuis. Euh, je me rappelle pas qu'est-ce qui s'est passé. Je pense que de toute manière, durant les moments les plus importants où les plus grandes décisions de nos vies se passent, je pense qu'on est souvent absent
elles arrivent et puis après on se dit voilà. Donc je me suis dit que je voulais écrire quand j'avais 18 ans. Mon premier texte, le premier texte que j'ai publié dans ma vie, j'avais 18 ans. Dans la revue Zinc, c'était une nouvelle que j'ai écrite un peu en blague. Euh, Puis ils l'ont pris. Et depuis, par contre, il y a ce désir-là, sans qu'il se concrétise avant aujourd'hui. Mais j'ai beaucoup fréquenté les milieux littéraires depuis le début de mon âge adulte, surtout en fait les micros de poésie. Donc il y a plus un rapport à l'oralité, à la mise en scène aussi de la poésie qui était là depuis le début de mon parcours. Puis ça a abouti à ce manuscrit aujourd'hui. Voilà. Et penses-tu qu'il y a un certain lien entre cette formation à travers des performances et la, le style ou du moins la voix poétique que tu cherches, trouves, etc. Oui, ben je pense forcément, c'est-à-dire oui, déjà parce que le rapport au corps, à l'incarnation, à la voix, à la performance, c'est toutes des choses qui requièrent une présence, qui requièrent un regard, qui requièrent une personne. Donc c'est pas seulement le texte qui vit tout seul, bien que ça serait bien que le texte vive tout seul aussi, c'est super. Mais oui, je pense que ça a été quand même formateur parce que écrire un poème que je sais que je vais lire à voix haute, je ne l'écris pas de la même manière que pour le papier. Où le poème est plus endormi, justement, je trouve. Et puis quand tu l'as toujours en toi, mémorisé comme tout à l'heure, est-ce que c'est qu'il reste un peu... Il est toujours un peu présent, un peu actif en toi ou, ou il est juste bien quelque part et il ressort? Ça dépend vraiment des poèmes. Pour celui-là que j'ai récité, c'est juste que je l'ai récité il y a une semaine au Festival Phénoména, donc c'est encore frais dans ma tête. Je l'ai récité avec un masque, donc c'est pour ça, mais c'est vrai que parfois il y a des passages, surtout qui sont plus rythmés. Quand le poème est rythmé, c'est beaucoup plus facile de s'en souvenir de toute manière. Donc, C'est sûr. Euh, je vais faire un petit détour, continuer dans ton parcours, mais parler peut-être d'un autre aspect, comme on est évidemment dans un contexte un peu académique ce soir, comme on est, enfin, euh, quelques personnes ici dans ce genre de milieu. Donc, je vais faire un petit détour vers le côté un peu académique parce que tu es aussi une étudiante au département de littérature comparée, au département de littérature et langue du monde, en littérature comparée, avec certains et certaines d'entre nous. Et je me demandais un peu comment tu naviguais les deux aspects de ta pratique, donc l'aspect plus artistique, l'aspect académique. Est-ce que c'est quelque chose qui, pour toi, a une certaine importance ou est-ce que ça se fait assez instinctivement? Est-ce que tu sépares les pratiques? Est-ce que tu essaies de pas les séparer, justement? Est-ce que tu t'envisages... Est-ce que tu nommes ce que tu fais comme de la recherche ou de la recherche-création? Voilà, si tu peux nous en parler un peu. oui. Peut-être nous parler de ton mémoire juste en 3 secondes, juste pour ma propre curiosité. Mais... En plus, il y a mon directeur de mémoire qui est ben juste oui, là. justement. Oui, bah c'est une très bonne question. C'est un casse-tête, en fait. Je suis dans ce casse-tête en ce moment. Je fais un mémoire en littérature comparée qui se nomme en ce moment pour une poétique du viscéral, donc qui cherche à étudier en fait ce qu'on veut dire quand on dit viscéral, donc qu'est-ce qu'on veut dire, donc à la fois donc quand on parle de cette émotion ou ce lien-là, cette réaction que peut susciter quelque chose de viscéral. Euh, euh, j'ai réalisé qu'il n'y a pas vraiment de définition au-delà des définitions très très liminaires donc du dictionnaire. Euh, Après, qu'est-ce que la viscéralité? C'est une autre question aussi plus large, parce que là c'est une théorie, un concept. Donc en tout cas, je suis dans ces eaux-là de définition, d'exploration un peu en tâtonnement, à l'aveugle. Intuitivement aussi, et puis bien sûr puisque je parle de poétique, donc de poétique et de poétique, donc de comment faire viscéral. C'est vraiment ça les questions qui sont aussi reliées à ma pratique d'écriture, donc entièrement. Et donc dans ce cas-là, pour répondre à ta question, il n'y a pas de séparation. Au contraire, il y a une fusion et une fusion
qui est douloureuse à plusieurs aspects parce que c'est partout pareil. Je n'arrive pas à compartimenter les choses dans ma vie. J'ai toujours eu de la difficulté à faire ça. Donc, ma pratique d'écriture, il y a de la recherche là-dedans. Il y a des moments où je m'assois et je suis vraiment en train de me taper la tête contre la table, en train de me dire comment faire fonctionner ce poème d'un point de vue conceptuel. Et j'en parlerai quand on entrera dans la matière, mais il y a de la recherche dans l'écriture poétique et il y a de la poésie dans la recherche, ou du moins quand elle est faite avec, avec le corps, le cœur, les viscères, ce que j'aimerais faire, puisque c'est ça le projet, c'est ça le pari. Oui, et puis finalement, ce que tu explores dans ton recueil, ce que tu explores dans ton mémoire, visiblement, a beaucoup de liens. Donc, c'est pratiquement impossible à séparer, justement. C'est très logique que ça se vive de façon commune et de façon... Bref, merci. Parfait. Donc, peut-être une dernière question d'introduction avant de passer plus à ton texte, même si on va pas rentrer dans les micro-détails du texte quand même, parce que... 200 pages. C'est ça. À la page 2, tu dis. Mais oui, j'aurais aimé ça que peut-être tu sois celle qui introduise un peu le recueil. Je sais qu'on en a déjà un peu parlé, mais il y a un certain moment au début du recueil où en tout cas, tu poses la question à la personne qui lit, tu te poses de quoi parle cette poète, et un peu après, tu réponds un peu d'une certaine manière, enfin, je l'ai lu comme ça, à ta propre question en disant que tu cherches une manière de décomprendre. En tout cas, il y avait le mot décomprendre qui m'a bien frappée. Donc, peux-tu décrire un projet poétique comme ça, tout en sachant qu'il y a une volonté, pas nécessairement de comprendre et d'expliquer, mais aussi de décomprendre? Et comment est-ce que si tu peux même lire le passage dont je parle aussi, si tu as envie de nous présenter un peu ce que tu as fait. Oui, bien sûr. Ben, juste pour contextualiser, ce manuscrit qui fait presque 200 pages est divisé en 3 parties. Ce que je vous ai lu en début de partie, c'est le prologue, donc il ne fait pas vraiment partie de ces 3 parties. Voilà, je compartimente quand ça vient à mon manuscrit. C'est pour avoir du contrôle. Mais les 3 parties sont Utérus, donc qui commence, où justement ce que tu nommes est dans Utérus. Utérus, puis guerre, puis euphorie. Donc, c'est vraiment ces 3 parties-là. Le passage dont tu parles se trouve dans le premier poème d'Utérus, où je demande, mais de quoi parle cette poète? Après une page où j'ai la lettre A en grand, avec une série d'équivalences avec la lettre A. Donc, A égale à quoi? Et puis, justement, c'est tellement hermétique que j'ai brisé l'hermétisme en disant de quoi parle cette poète. Et puis, je réponds du nid. Nest. Next best thing. Et après, je dis, il faut prendre le décor, le décomprendre, tituber un chemin à l'envers, refaire la trajectoire du rien, deviner les textures de l'avant-vie, dessiner les limites d'un sujet, entrer ensemble dans la chambre, accepter l'opacité, ne pas toucher au soleil, ne pas toucher au rideau, revenir à la mer, l'insecte, la larve, l'atome, revenir. Puis, de quoi parle cette poète ici? En fait, c'était vraiment d'un chemin qui était fait à rebours. Parce que ce livre-là a été écrit à rebours. Le premier poème que j'ai écrit de ce livre-là est en fait le dernier. Donc, c'est le dernier de ces 200 pages-là, qui s'appelle Stéréo. Donc, justement, l'ouverture du manuscrit le dit, ce livre est né parmi les mégots dans le parking du Stéréo alors qu'Israël bombardait Gaza. Donc, c'est l'entrée en matière du livre. Stéréo, c'est... je reviendrai à ça, mais à partir de ce point-là, il y a eu tout un chemin à rebours où je voulais en fait comprendre pourquoi on a été porté dans ce monde, c'est-à-dire vraiment interroger cette promesse première qui était une promesse d'un autre qui finalement est la condition même de notre vie. C'est-à-dire l'autre devient la condition de notre vie, de notre survie, du fait que nous n'arrivons pas de rien. Il y a de l'amour, il y a du soin, il y a de la lumière. Et
Et c'était vraiment Utérus, c'était ce travail à rebours à partir d'un moment qui était très difficile, qui était celui en fait de la guerre, du génocide, où il n'y avait aucune lumière, où je me disais, ça se peut plus, en fait, de croire au lien, de croire à l'autre, de croire à une possibilité de lumière. Et puis, c'était un travail, donc, prendre le décor et le décomprendre, c'est-à-dire le mettre à l'envers, se remettre dans cette position initiale qui est celle d'une vie qui, même pas d'une vie, c'est-à-dire d'un petit fœtus qui arrive à la vie, qui arrive avec cette promesse finalement biologique qui est celle de vivre, inscrite dans la cellule, qui cherche à vivre. C'était ça un petit peu que je voulais dire dans Utérus et que j'ai eu beaucoup de difficultés à dire au début pour toutes sortes de raisons, mais qui finalement a débouché dans l'enfance, dans le jeu de l'enfance, dans la lumière de l'enfance. Donc, c'est de ça que parlait cette poète hermétique et obscure à cette époque-là. Et c'est intéressant que tu parles d'une trajectoire à rebours parce que une personne qui va te lire sans connaître tout ça, comme moi, par exemple, qui te connaissait même pas d'ailleurs avant de te lire, évidemment, j'ai fait la trajectoire du livre. Donc, pour moi, la trajectoire était l'inverse. L'arrivée était Absolument. évidemment l'apothéose de l'euphorie, d'une certaine manière. Et dans ce cas-là, pour toi, la clôture de ce recueil-là, quand tu as senti que tu étais arrivé quelque part, est-ce que c'est plutôt l'inverse? C'est ce passage, disons, du présent, du stéréo et tout ça vers le passé? Oui, dans l'écriture, j'ai fini dans l'enfance. En fait, j'ai fini vraiment dans la petite enfance, dans la naissance, en fait, bizarrement, parce que je l'ai écrit à l'envers. Euh, et donc, il a commencé dans l'euphorie, mais aussi beaucoup dans la guerre, parce que c'était interlié. J'ai fait le travail de les séparer. Mais c'était une trajectoire d'écriture à l'inverse. Mais j'ai voulu que pour la lecture, pour mes lecteurs, il y a vraiment la trajectoire d'une vie normale. Donc, l'utérus, la naissance, la guerre, et puis après, on finit soit dans la guerre, soit dans l'euphorie, soit dans les deux en même temps. Il y a la guerre dans l'euphorie, en fait. Puis il y a Utérus dans la guerre, il y a Utérus dans Euphorie aussi. On continue avec ce qu'on a commencé, c'est-à-dire c'est une traversée, mais qui aussi contient ce qui a déjà été exploré, présenté, c'est ça. Ouais. Donc tu le vois pas nécessairement comme quelque chose de narratif? Oui, je le vois comme narratif. Tu as très bien, oui, tu as très bien cerné quand même une trajectoire que moi j'ai toujours appelée c'est une traversée. C'est-à-dire c'est une traversée des viscères. Il y a vraiment quelque chose qui traverse, oui. Et puis, on pourrait peut-être parler de cette espèce de dualité parce que tu parles du stéréo et des bombardements d'Israël sur Gaza, qui sont les deux choses dans la même phrase qui ouvrent le recueil. Et bon, c'est vraiment ce qui situe le recueil dès qu'on ouvre la première page. Puis, c'est peut-être très évident, mais j'aurais aimé quand même que tu nous parles de cette nécessité d'ancrer très concrètement le livre, à la fois de ce lieu-là dont tu parles dans ton recueil, mais aussi peut-être des lieux qui t'habitaient pendant que tu l'écrivais, que ce soit des lieux plus physiques, des lieux imaginaires et tout ça. Donc, quel est le rapport à l'endroit, à la terre? Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est une très très bonne question. La raison pourquoi je l'ouvre de cette manière-là, ce livre, c'est-à-dire en précisant que c'est né parmi les mégots dans le parking du stéréo, c'est parce que c'est la réalité très concrète, c'est-à-dire le 28 septembre 2024, j'étais dans le parking du stéréo à la fête d'un bon ami à moi, Alexandro Féchette, donc c'est son anniversaire et j'étais dans une... En fait, cette époque-là était vraiment très sombre. Pas qu'il y a eu des époques plus lumineuses depuis, mais vraiment, il y avait des bombardements à toutes les nuits. Donc, oui, sur Gaza depuis 2 ans, mais aussi à Beyrouth, qui est ma ville natale. Puis j'étais particulièrement paralysée. J'étais très... En fait, je n'ai pas de mots pour décrire comment je me sentais.
à cette époque, mais j'étais au stéréo parce qu'il faut vivre et aller à la fête de ses amis et continuer et faire la fête, bien sûr. Et puis, c'était 5 heures du matin. j'avais, j'avais consommé la MDMA et puis j'étais assise par terre et supposément, on sent de l'euphorie. Donc, on sent de l'ecstasy dans ces... Donc, et puis, je le ressentais chimiquement, bien sûr. Et pourtant, j'étais assise et je regardais mes amis qui fumaient devant moi et je me disais, je ne pourrai plus jamais ressentir de la joie de ma vie. Et c'était cette réalisation-là où, en fait, je me disais, je n'arrive plus à avoir de la lumière. Et même alors que j'étais dans ces lieux-là, supposément festifs, dans ces états-là, supposément euphoriques, euh, je me suis dit, ça pourra pas continuer, en fait, ça marchera pas. Et je me suis assise par terre, c'était 5 heures du matin, si vous connaissez le parking du stéréo, vous savez à quoi ça ressemble. C'est un peu comme une cage, c'est très petit, c'est exigu, c'est bizarre, c'est sale, tout le monde fume. Et j'ai sorti mon téléphone et j'ai écrit. J'ai écrit pendant 2 heures, donc jusqu'à 7 heures du matin, jusqu'à ce que le soleil se pointe. Et j'ai écrit des une promesse, en fait, qui est une promesse de lumière et une promesse de vie. J'ai écrit quelque chose de joyeux pour la première fois depuis très longtemps. Je n'avais pas écrit sur la joie depuis très longtemps. Et c'était un devoir que j'ai accepté de... En fait, je l'ai vu comme un devoir et je l'ai fait. Euh, et c'est ce texte-là, presque pas tant retravaillé, c'est-à-dire, bien sûr, je l'ai retravaillé au niveau du rythme, mais au niveau de ce qui est dit, des images, de de, du sens, c'est-à-dire j'ai gardé vraiment tel quel ce texte qui est né parmi les mégots dans le parking du stéréo, dans une période vraiment très violente et éprouvante à vivre. Et c'est à partir de ce texte-là que le livre est né, parce que avant que j'écrive ce poème-là, je n'avais pas le projet d'écrire ce manuscrit. L'histoire de ma gueule, si c'est l'histoire de ma gueule, c'est-à-dire je ne savais pas. Et puis à partir de là, les choses sur lesquelles j'écrivais le plus, donc la guerre, euh, la fête, les amis, c'est-à-dire il y a eu une grande réflexion sur qu'est-ce qui me gardait en vie en fait en ce moment, en 2024, en 2025, dans cette violence omniprésente que l'on vit collectivement, qu'est-ce qui nous garde en vie? Pourquoi est-ce qu'on reste? Et ça a été ça un petit peu la réponse. J'ai oublié ta question complètement. Je suis désolée. Je ne sais pas si j'y réponds. Non, tu as tout à fait répondu. C'est parfait. C'est parfait. Oui, je te demandais pourquoi. Ben, en fait, Ah, mais les lieux. Ben oui, Oui. mais c'est exact. Mais Mais les t'as lieux, répondu, oui. les lieux, c'est les lieux. Mais peut-être que c'est le cas pour toutes les personnes qui sont migrantes ou exilées. On est toujours habité par 1000 lieux en même temps. C'est très difficile de dire où est-ce que je suis. Émotionnellement, c'est-à-dire je suis là aujourd'hui au port de tête physiquement, où est-ce que je suis sinon dans ma tête, dans mes émotions. Beaucoup de lieux ont traversé ce manuscrit, bien sûr, Gaza énormément, parce que c'est là que je suis depuis un bout. Beyrouth énormément, surtout quand je parle de l'enfance, donc dans Utérus, revisiter tous ces lieux-là, donc les lieux de la maison, de la maison où j'ai grandi. Euh, mais aussi, où est-ce que j'ai écrit ce manuscrit? Oh mon Dieu, des lieux très farfelus. Euh, Stéréo. Mont-Royal, cette rue derrière nous, j'ai tellement écrit sur cette rue, j'ai écrit à chaque coin de cette rue. Euh, puis parfois on le sent justement à quel point c'est imbibé, la poésie est imbibée des passants, de Montréal. Euh, j'ai écrit, le lieu le plus étrange dans lequel j'ai écrit, c'est la salle d'attente du spa Ovarium. Oh non. C'est incroyable, je le sais, mais c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est un grand spa qui a comme un œuf, en tout cas de la forme d'un œuf. Ah, je vois un lien. Ben oui, la prière à l'œuf. Ah! Mon premier poème d'Utérus, c'est Prière à l'œuf, et je l'ai écrit au spa, à Ovarium. J'adore. Euh, c'est
c'est parce que je voulais vraiment, je voulais retourner, je voulais essayer de comprendre l'expérience avant vie, qui est celle d'être, donc l'expérience intra-utérine. Mais c'est impossible. Quand je vous dis je me cassais la tête contre la table, mais c'est ça. C'est comme comment rentrer dans l'utérus. Je ne sais pas comment. Et donc, j'avais eu une bourse du Conseil des arts de Montréal pour une résidence cet automne, ce printemps qui vient de passer. Et j'avais de l'argent. Et je suis allée au spa. Et je me suis dit peut-être que rentrer dans un œuf, ça pourrait stimuler la chose. Et puis, en effet, ça aboutit sur un poème très bizarre qui s'appelle Prière à l'œuf, dans lequel, justement, je fais une prière à cet œuf qui est en fait une baignoire géante avec beaucoup de sel et de la musique très mauvaise. Si jamais vous y allez, éteignez la musique. Le silence est mieux dans ce contexte. Et voilà, j'ai écrit de lieux, donc plein de lieux très différents, des parcs. Mais et de chez moi aussi. J'ai écrit chez moi aussi. J'écris chez moi. Peut-être ça pourrait être intéressant que si tu as envie de nous lire le poème, mais peut-être en même temps, je te poserai une question. Parce que dans cette prière à l'œuf, il y a déjà le souci des lettres, je pense. Oui. On a vu tout à l'heure que tu nous montrais le A. Donc, quelque chose qui m'a beaucoup marqué en lisant ton recueil, c'est qu'il y a tout ce souci de découper en très petits. Donc, le A, le U, des lettres arabes, le alif, des choses que je connais moins aussi, mais le U qui devient assez fondamental, omniprésent. Donc, peut-être nous expliquer un peu ce besoin de découper en tout petit, d'aller dans les plus petites unités, peut-être aussi en nous lisant pour commencer un petit passage si tu en as envie. Aimerais-tu que je le lise avant ou que je réponde avant à ta question? C'est comme tu veux. Écoute, si tu es inspiré par ma question, vas-y. Sinon, tu peux lire pour te donner de l'inspiration. Je vais vous lire avant parce que de toute manière, c'est un peu incompréhensible ce poème. C'est parmi les poèmes qui sont pas nécessairement pour les performances, mais c'est pas incompréhensible parce que j'explique. Alors, prière à l'œuf. Ô œuf, avale-moi, enveloppe-moi le corps, fais-le onduler au cœur de ton rond, au fond de ton œil. Arrache-moi au dehors, un sens à la fois. Désapprends-moi les lois terrestres, ouvre-moi tes parenthèses, permets-moi d'y renaître, sans les muscles qui me tiennent. Montre-moi la complétude, est-elle belle, est-elle réelle? œuf, je n'ai que toi pour engloutir ma fatigue. Je me ferai docile, seulement porte-moi vers le flottement. Dis-moi où régresser, en direction du rêve. L'objectif est simple. Remonter l'origine de la première lumière ouatée. Raconter la cosmogonie du cœur. Cogner à la porte jusqu'à ce qu'elle pète. Se hanter de beauté pareille. Au commencement, il y avait un contenant, et le contenant avait un corps, et le contenant était ma mère. Au commencement, il y avait le corps contenant de ma mère. Toute chose était faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière. Oui, c'était écrit quelque part. Ce qui n'avait pas été écrit remonte à une époque éclaboussure, un âge sans parole, remonte à un A initial, une lettre temporaire, se courbe et se trouve enceinte de moi. J'arrêterai peut-être là, parce que le reste, c'est mieux à l'écrit. Cette lettre-là, ce A initial, ce O initial, parce que d'abord, pour expliquer pour ceux qui ne l'ont pas lu, il y a vraiment tout un délire par rapport aux voyelles. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris, mais vraiment, j'ai senti quelque chose de très fort par rapport aux voyelles qui, pour moi, ont pris des significations comme ultimes, c'est-à-dire c'est devenu comme le visage absolu de quelque chose. Le O
justement, qui est cet endroit fermé, donc, qui symbolise donc le cocon, on en a parlé, c'est fou, mais la sphère, la bulle, donc là où on se sent a priori donc en sécurité. Ce haut-là, qui est aussi le haut de l'élégie, donc de l'emportement poétique, tout ça. Le U, qui pour moi, quand j'essayais de comprendre c'est quoi un utérus et comment rentrer dedans, ben, le U, pour moi, ça a été ça, c'est-à-dire parce que finalement, ce que je fais, c'est une entreprise langagière. Je ne rentre pas vraiment dans un utérus, c'est-à-dire je le sais, c'est une sublimation, c'est un transfert sur le langage, et donc le U a reçu en fait toute mon... L'utérus est devenu le U. Et le U revient tout au long de mon recueil. Le U revient dans Guerre, en fait, et je le fais tout dire. Je le dis à un moment donné, avec le U, on peut tout dire. Et là, je fais un poème en U sur 6 pages dans lequel je parle de la guerre, en fait, parce que je n'arrivais pas à parler d'autre chose. Finalement, le O, le A, le U, donc ces lettres-là qui reviennent avec beaucoup de hantise, dans la langue arabe, c'est une seule lettre, qui est la lettre Alif. Donc, c'est la lettre, c'est la lettre de la première lettre de l'alphabet, c'est la lettre de mon prénom aussi, Elissa, le E, c'est-à-dire parce qu'en arabe, c'est les accents qu'on place sur la consonne qui fait un peu la lettre. Donc, Alif, c'est le A, c'est le OU, et c'est le I, c'est-à-dire c'est toutes ces voyelles-là. Donc pour moi, il y a eu comme un amalgame ou vraiment un délire presque religieux où je me suis dit, toutes ces lettres-là, c'est ça, le sens. Et poétiquement, ça a ouvert en fait tout pour moi parce que ça m'a permis de jouer avec la matérialité même du langage, ce que je trouve quand même très important, même si on parle de concepts... donc, on parle en fait, au-delà des concepts, on parle de choses très réelles, on parle de choses très éprouvantes, très émotionnelles, mais travailler avec la matérialité du langage à ce niveau-là, donc à ce niveau très justement qui ne veut rien dire. Un O tout seul ne veut rien dire, un A tout seul ne veut rien dire, ni un U. Mais pourtant, ça requiert, ça amène juste assez de distance et on leur fait tout dire. C'est ce que j'aimais bien dans l'exercice poétique, dépendamment où ils sont placés. Donc, c'était mon propre jeu et mon propre délire. Donc, est-ce qu'il y a aussi un lien avec le jeu un peu entre les langues? Parce que là, tu parles un peu, il y a la présence de l'arabe, de l'anglais, du français, bien sûr, dans le recueil. Donc, est-ce que ça a un rapport aussi avec ce jeu entre les langues? Oui. Est-ce que ça t'ouvrait des possibilités aussi, peut-être? Oui, 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 certainement. Ben, par exemple, dans mon poème en U, à un moment donné, il y en a plus des mots en U en français. Il faut chercher ailleurs. Et donc, la fin finit en anglais, en fait. Donc, oui, c'est interlié. Puis, plus on travaille, plus on pense avec différentes langues aussi, plus c'est difficile de compartimenter. En tout cas, en ce moment, là, je suis entièrement là-dedans. J'essaie d'écrire quelque chose en poésie et puis je glisse de manière incontrôlable, en fait, d'une langue à une autre. Et puis l'arabe, dans lequel j'ai jamais écrit ma poésie, j'ai jamais écrit de la poésie en arabe. L'arabe c'est une langue particulière. Mais en écrivant sur mon enfance, quand j'écrivais Utérus, c'était quelque chose qui s'est imposé. L'arabe a fait éruption. J'ai écrit 6 pages en arabe à la main et je me suis dit de où vient cette main, de où vient cette langue. Mais elle est en nous, donc elle s'exprime là où il faut par rapport à des choses très précises. L'arabe, pour moi, c'est l'enfance, c'est aussi la religion, c'est le rapport à Dieu, c'est la prière, c'est le rapport à quelque chose de très familier et en même temps de très étranger parce que l'arabe écrit n'est pas l'arabe qu'on parle, n'est pas l'arabe que je pratique vraiment, c'est un arabe littéraire, écolier. Donc, je sais pas si encore une fois, je sais pas si je réponds à ta question. Honnêtement, moi aussi, j'ai oublié ma question, mais c'était super intéressant dans tous les cas. mais en fait, ça vient de me faire penser à quelque chose parce que tu parles de l'arabe et de son lien avec la prière, de son lien avec... Donc, il y a quand même dans ton recueil quelque chose
pas de la prière, mais de l'incantation ou d'une parole très ancrée dans le corps. Bon, je reviens toujours au corps, mais c'est d'Adam. C'est parfait. Donc peut-être, on t'en a déjà un peu parlé, mais parler de ce rapport soit à l'incarnation de la poésie, donc à la performance, soit à ce que tu essaies d'évoquer chez les gens qui vont te lire, parce qu'il y a évidemment pas encore tant de gens qui t'ont lu, mais est-ce qu'il y a quelque chose de, par exemple, lié à la question de l'incantation, lié à la question des langues qui se mêlent et tout ça? Oui, bien sûr. Ben, l'incantation, moi, le mot que j'utilise beaucoup quand je parle de la poésie, c'est la transe. C'est-à-dire, j'essaye de rentrer dans une forme de transe qui, parfois, est par la répétition, parfois, c'est par la danse, parfois, c'est par des biais plus pharmaceutiques. C'est différents moyens. Euh, mais oui, l'incantation, la prière, le corps, quelle énigme. Euh, genre, à un moment donné, dans Utérus, je pense que je le dis, mais le corps s'est levé, montagne d'énigmes dégoulinantes de dégâts. Et c'est ça le corps. Et composer avec, et écrire avec, c'est c'est ça qui est frustrant en ce moment dans ma réflexion sur la viscéralité parce que je découvre que un corps qui écrit est un corps qui arrête d'être un corps vraiment, c'est-à-dire on ne fait pas la fête quand on écrit, on ne danse pas, on digère parfois, puis là ça entrave l'écriture. Euh, on, on est dans un état qui en pause, c'est-à-dire, et puis ça dépend de chacun, mais moi, quand je faisais ma résidence de 2 mois à la bibliothèque ce printemps, je ne m'alimentais plus, je dormais à peine. C'est-à-dire, vraiment, le corps a déraillé parce que autre chose s'est installé et puis c'était un autre espace. Euh, donc, c'est un problème conceptuel, du moins en ce moment que je vis conceptuellement, mais aussi corporellement. Comment écrire avec son corps? Comment euh, être quand même dans la vie et dans l'écriture, parce qu'on dirait que chaque fois, on joue comme un jeu où, OK, maintenant j'écris, OK, maintenant je vis, OK, maintenant j'écris, OK, maintenant je vis. Puis comment écrire avec ce qui se passe donc immédiatement, même dans son corps en ce moment. J'ai pas la réponse à ça, mais par contre, ce que je cherche, pas ce que je cherche, mais ce que j'aime de la poésie quand elle est incarnée et performée et émotionnelle, c'est justement le fait de pouvoir susciter une réaction chez l'autre. Moi, je pleure beaucoup, en général, dans la vie. Récemment, je pleure moins et ça me manque parce que je trouve que... qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je suis des sens, comme un sens, je suis plus sensible par rapport aux choses? Est-ce que je suis saturée? Est-ce que je n'ai plus le luxe de pleurer? Et puis ça me fâche, ça me manque. Mais j'aime pleurer et puis j'aime pleurer durant mes performances. En fait, j'ai pas le choix, c'est souvent incontrôlable. Mais j'aime aussi, j'accueille ça quand les personnes pleurent et parfois ça arrive, parfois les gens rient, parfois les gens s'exclament comme ça et puis je sais pas qu'est-ce que j'ai dit pour que les gens s'exclament. Mais j'aime ça, susciter des réactions et puis des émotions. Je pense que c'est ça le but de mes poèmes, personnellement. C'est-à-dire, oui, il y a la recherche, le côté conceptuel, cérébral, tout ça. Mais ultimement, moi, je pense que la poésie, du moins que je fais, c'est aussi un travail des émotions, des miens, mais aussi de ceux qui m'écoutent. Et puis, s'il n'y a pas cette réaction-là, peut-être viscérale, du moins dans certains cas, ben, je me dis peut-être que j'ai mal fait mon travail. Ben en fait, c'est un peu un jeu d'équilibre. T'as pas le choix de passer par le travail du langage, par les concepts, tout ça, mais est-ce que tu veux évoquer, c'est quelque chose de plus corporel, justement, et tout ça. Oui. Est-ce que tu serais prête à nous faire une deuxième lecture? Oui. Peut-être, justement, parce que là, tu parlais de l'émotionnalité de la Oui, des lecture, viscères. Oui. donc peut-être Ah oui. une lecture d'un passage de guerre. Oui, je peux faire ça. Pas de guerre étant le titre. Guerre est le titre, mais aussi la triste réalité actuelle. Voilà, donc oui, je peux faire une lecture. Il y a des personnes qui naissent amputées,
qui passent leur vie à chercher les voleurs. Moi, je suis couché sur mon trou. Je gratte mon ventre pour voir si le vide est toujours là. Je me surprends à penser à un singe, à une femme, à une vache, à leur corps comme une porte qu'on force de son cadre. Entre les veines et les artères, mes membres se terminent sur le manque. Où est donc ce pays, papa? Dans le squelette moderne, pas de place pour les maisons que l'on quitte. Mon corps me gratte à des endroits que je ne peux pas atteindre, sans masque, corde ou canne à pêche. Je pêche à l'intérieur de mon corps du métal mouillé, mâchouillé, des organes offerts en carte cadeau. Je pêche à l'intérieur de ce corps des visages féroces et maigres, du verre cassé, sans accident, à l'intérieur de nos corps des restants d'autres corps. Mon intérieur est une bouée crevée. Pour rêver, je m'auto-chirurgite. Je m'ouvre avec un scalpel, je ne trouve rien. Il y a à peine de moi en moi. Il y a surtout du moi moitié, du moi moisi, du m'aimerais-tu quand même si mes viscères explosent. Comment est-ce qu'on fait communauté quand on peut à peine faire un moi? You see we're not the same, je me reconnais dans un pneu qui couine, un sac de plastique dans le vent, n'importe quel objet qui mime la vie, une pollution en mouvement, c'est mon corps. Marhaba. Je suis une molécule énervée, je cherche juste une entropie vivable, quelque chose de simple, comme une poche, un estomac, de quoi faire un pays. Dans mes rêves, je caresse des têtes de chiens sans corps. Je parle à des organes arrachés. C'est la seule route à mon pays, papa, qu'on a siphonné avec une paille. À tous mes pays, qu'on a mis au vidange, avec une pancarte « Tiens, si tu veux ton ventre ». Mais le lien est rompu, mon pays est pourri. Dedans, dehors, il n'y a pas de différence, pas de passage. Je suis un corridor obstrué dans la poubelle des vivants. Me voici troué comme le Christ, troué solide raide. Je vis hors pays, hors sujet, hors service, hors statut, horreur sur horreur. Je dérive, je délire, je joue dans le décor de mes ruines. Sans assise dans le ventre, sans trône sous le crâne, boussole brisée dans la gorge. Mon deuil me décompose, ne se contient pas. La famille de ma mère est libanaise, la famille de mon père est palestinienne. C'est vraiment les pires deux vers de poésie. Ils viennent avec un arrière-fond, violon triste dans le salon, des bienveillants et des bienveillantes. Moi, je veille bien en tout cas. Je m'arrache les yeux, j'en fais 2 pilules quotidiennes. Mon médicament est une horrible envie de vivre. Contre toute logique, mon honteuse envie de rester vivante. Peut-être que être, c'est juste rester. Mais nous sommes de ceux qui partent, avec 23 kilos de rien dans les poches. Un village, c'est lourd en tabarnak. Pourtant, j'avais l'impression qu'il flottait. Dans ma cage thoracique, c'était un ballon d'hélium. Aujourd'hui, c'est une poussière que j'enlace de nostalgie. Mon histoire, des choses qui se disent, je n'en connais pas. Comment on dit génocide sans dire? Les mots sont troués, mais jamais le langage ne sera aussi éventré que les corps des enfants de mon peuple. J'ai un corps sans pays, papa. Pour le traverser d'un bout à l'autre, il faudra un bateau et 70 ans de provisions médicales. Il faudra des chargeuses, des pelleteuses, des remorqueuses, des déblayeuses, des défractureuses, des tracteurs à os, des moteurs magiques, encore plus de machines de secours. Il faudra des spécialistes, des thérapeutes, des travailleurs, des travailleuses, des neurologues, des cardiologues, des anesthésistes, tous ces laboureurs d'épiderme et leurs drogues.
Il faudra des rêves, des fièvres, des prières, des inventaires, des listes qui n'en finissent plus, des choses qui se peuvent pas, mais presque, comme la paix ou le silence, des souvenirs d'enfance collectifs. En tout cas, il faudra tout l'amour du monde, pour qu'on arrête de faire la guerre, pour qu'on arrête, pour qu'on arrête, pour qu'on arrête. J'aime trouver mon point, donc j'ai pleuré juste pour vous. Je vais laisser une petite minute. Pas de souci. Ça, c'est la vie en ce moment, donc... Oui, oui, merci encore. Merci. J'y pensais, mais je voulais pas. Ce que j'ai... Je vais formuler une question un peu de mon ressenti, mais ce que j'avais ressenti en arrivant à ce passage-là de ton recueil, c'était comme un rythme qui changeait, puis une certaine urgence qui s'installait, peut-être aussi avant un peu, mais j'avais l'impression qu'il fallait comme que tu changes un peu le ton, le rythme, le souffle de la poésie pour essayer de trouver une façon de dire des choses qui sont pas vraiment disables, en fait, qui se disent pas. Et je me demandais si, en écrivant, tu sentais une certaine tension entre ce moment de l'écriture, cette vitalité de l'écriture et toutes les choses qui se passaient autour de toi, peut-être, et si ça se traduisait un peu en urgence, puis donc savoir un peu quel était ton rythme à traverser dans l'écriture. Et j'avais envie par rapport à cette question-là, de lire une toute petite citation du recueil de Yahya Al-Amarna, dont on parlera peut-être pour clore la discussion, qui est un peu liée à ça. Donc, la citation qui introduit son recueil, on va vous expliquer de qui il s'agit après si vous ne le savez pas, mais ça contredit un peu cette urgence. Et donc, ça va comme suit. Pendant les bombardements, au cœur de l'exil et de la famine, je trouve dans l'écriture un espace pour la compréhension profonde. Quand les mots sont dits, ils sont choisis dans l'urgence, mais quand ils sont écrits, ils pulsent avec contemplation intime qui échappe à la perte. Donc, c'est pas tout à fait une question, mais peut-être si tu avais quelque chose à partager par rapport à ça. C'est tiré de où C'est de son recueil, le tout début, la préface. Parfait. Oui. C'est parce que c'est en anglais, mais j'ai pris oui. Super. Par rapport à l'urgence, c'est une très bonne question. Je reviendrai pour Yahya par rapport à l'écriture de ce projet monstrueux. Oui, certainement, il y a une urgence, c'est-à-dire je l'ai commencé le 28 septembre, je l'ai envoyé à mon éditeur en juin, 200 pages, un peu costaud, donc oui, mais en fait, j'ai fait de la place dans ma vie. Dire j'ai fait de la place, c'est comme si j'étais agente puis j'ai décidé de faire de la place, mais en fait ça a pris la place parce que je n'arrivais pas à faire autre chose. Je prenais un séminaire l'automne passé, je l'ai lâché, je l'ai abandonné. Je travaillais je travaillais pour le média indépendant Pivot, donc que j'aime énormément. Et puis je leur ai dit je ne peux plus travailler, j'ai démissionné, entre autres pour ça, pour cette écriture-là qui s'est faite avec urgence et aussi avec grande paralysie, c'est-à-dire c'est difficile de dire c'est quoi, parce que c'est comme une constante négociation entre ça sort et c'est en ce moment, c'est incontrôlable, il faut que j'écrive cette chose-là, comme il s'est passé par exemple dans Parking du Stéréo. Et des grands moments où j'arrive devant l'écriture et je toque à mon papier et mon papier me refuse, c'est-à-dire il n'y a rien qui puisse être en ce moment, ou du moins rien que je garde de valable, parce que je tiens un journal où je vomis n'importe quoi dessus, mais c'est pas ça qui peut se retrouver dans un recueil. Je pense que c'est dans des moments de déstabilisation comme ça, donc de grande violence où vraiment
il y a quelque chose d'aussi grand qu'un génocide qui vient déstabiliser le cours d'une vie. Et après, moi, je dis ça, moi, ça me déstabilise émotionnellement, c'est-à-dire, moi, je ne suis pas la victime des violences réelles et militaires d'Israël, c'est-à-dire, je vis ma petite vie tranquille à Montréal, c'est juste, ça fait éruption d'une autre manière, invisible. Mais l'urgence, ça me permet d'écrire, du moins ça me permet d'écrire certains tons. C'est-à-dire le ton qui est employé dans Guerre, par exemple, c'est pas du tout le ton qui est employé dans Utérus parce que c'est une autre approche d'écriture. Dans Utérus, en effet, il y avait une recherche, puis il y avait donc toute une énigme, c'était pas l'urgence. Mais dans Guerre, les poèmes qui s'y trouvent, c'est beaucoup, donc un peu à ce style-là, sur ce style-là, des choses que j'écris après avoir regardé les nouvelles ou juste parce que je ne peux rien faire d'autre. C'est-à-dire, je ne sais pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire. Et on sait quoi faire en même temps. Mais voilà. Donc, par rapport à Yahya, euh, il y a aussi une urgence dans son écriture, certainement. C'est-à-dire, pour contextualiser, Yahya al-Hamarna, c'est un jeune poète qui a 24 ans, qui est né à Gaza, qui est à Gaza aujourd'hui, qui a écrit son premier recueil de poésie en anglais qui s'appelle My Voice Cannot Be Bombed, qui a été publié chez Iskra Books au Royaume-Uni en août 2025. Et, euh, et lui, ben, ce jeune poète, il a écrit ses poèmes à travers les bombes, les exils, les déplacements forcés. Et il le raconte dans un de ses poèmes, justement, en juste une minute, il raconte qu'est-ce qu'il peut prendre avec lui alors qu'il se fait bombarder. C'est, on n'a pas le choix. C'est-à-dire, c'est limité ce qu'il peut prendre avec lui et il choisit de prendre ses carnets, il choisit de prendre ses livres, il choisit de prendre cette bouée de sauvetage-là qui est son écriture parce qu'il y trouve justement euh, je sais pas qu'est-ce qu'il y trouve en fait. C'est certainement pas un échappatoire, mais c'est en fait un lien vers l'extérieur, un lien vers l'autre, un lien de parole, un appel. Comme on le voit, de toute manière, sa poésie, elle touche nos cœurs, elle nous rejoint, donc ça marche. Euh, Choisir ses mots, c'est très important et je pense qu'il faut le faire. D'ailleurs, moi, je le fais certainement. C'est-à-dire, moi, j'écris un truc dans mon carnet et puis après, je le retravaille pendant un mois. Euh, Après, parfois, c'est très intéressant d'écrire quelque chose et de se dire pourquoi c'est ça qui est sorti. Pourquoi c'est comme ça que c'est sorti? Pourquoi est-ce que ça revient constamment, ce mot-là? Qu'est-ce qui se passe? En ce moment, c'est le mot cadavre qui arrête pas de revenir dans mon écriture. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est un moyen aussi de chercher bah, en fait, ce qui se dit tout seul, Ouais. sans qu'on cherche à le dire, sans pulsion de contrôle ou de maîtrise là-dessus. Voilà. Merci, merci. Pour terminer, peut-être une dernière question, puis après on fera peut-être une dernière lecture, puis on ouvrira avec quelques questions du public. Mais peut-être si tu voulais nous parler un peu, comme tu as mis en contexte, est-ce que tu vas... Peut-être de tes projets un peu plus collaboratifs, Mhm. est-ce qu'il y a une place de la... Parce que là, on parle beaucoup d'un autre poète, par exemple. Est-ce qu'il y a une place pour Mhm. la collaboration dans ta pratique? Je sais qu'il va peut-être avoir de la traduction qui s'en vient. Oui. Est-ce que tu es intéressé par la traduction? Pour revenir à quelque chose Oui, oui, oui. un peu plus concret comme ça. Mais... Bien sûr, bien sûr. C'est des très bonnes questions. On a très peu parlé finalement, mais la question de la communauté, de la collectivité qui m'occupe, qui est en fait au centre de mes réflexions depuis un an ou deux, qui est aussi cette chose qui a été une réponse à moi dans cette période-là. Donc oui, l'autre, la communauté, l'autre avec S, les autres. J'adore les projets collaboratifs et c'est un privilège pour moi en ce moment de pouvoir travailler avec Yahya, qui est à Gaza. Donc vraiment d'avoir un humain, un visage réel avec qui on peut converser, avec qui on peut
bâtir une très profonde amitié. Avant tout, avant d'être un collègue, avant d'être un poète, c'est un être humain et c'est un être humain incroyable qui est un très bon ami à moi aujourd'hui, que j'ai découvert à travers sa poésie. Comme quoi, oui, la poésie sauve des vies, fait une différence. Euh, Moi, depuis le début du génocide à Gaza, j'ai été invitée à faire beaucoup de soirées euh, de levée de fonds ou de solidarité simplement avec la Palestine. Et c'est comme ça que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui mes amis, qui sont des personnes avec qui je sais qu'on partage la même lutte et qui est concrète, c'est-à-dire qui est aussi donc par cette voie-là qui est poétique, qui est culturelle et que je trouve incroyable. Et puis là, que cette chose-là se, se traduit par justement un lien international, donc, et surtout à Gaza, je trouve ça très beau. On a le projet, en ce moment, on travaille, en fait, on est plusieurs, une petite équipe à travailler sur la traduction de son recueil, donc le recueil de Yahya, My Voice Cannot Be Bombed, euh, en français, donc à partir du texte original qui n'a jamais été publié, donc le texte arabe. Ça c'est pour une version arabe et française, francophone, qui va être publiée chez les éditions de la rue d'Orion, donc ici au Québec, avec une coédition française en France dans la maison Burn Ou. La petite équipe, il y a moi, il y a Alicia Dufour qui a traduit justement Mm. son recueil vers le français en format zine de l'anglais. Il y a aussi Nada Satouf qui est une poète libano-québécoise. Il y a l'aide de Sayaka Raniva Yanez à l'édition. Donc, en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées, qui sont mobilisées, qui ont la main à la pâte pour ce jeune poète, pour que justement plus de personnes puissent écouter sa poésie. Et par le même biais aussi, on cherche à l'aider à sortir de Gaza parce que, comme vous savez, en fait, c'est c'est le pire lieu où être vivant aujourd'hui, euh, où on a la chance d'être vivant aujourd'hui. Donc, Yahya a été accepté à une université en Irlande pour un programme de langue. Donc, il devrait sortir de Gaza si sa demande de visa est acceptée d'ici peut-être un mois et demi. Donc, en tout cas, on a travaillé très fort avec des campagnes de financement, avec des discussions avec des avocats. Donc, vraiment à ce niveau-là, mais aussi au niveau poétique. Par rapport à la traduction, c'est la première fois que, pour ma part, je me lance dans un projet de traduction. Je lis en ce moment. Je n'ai pas encore commencé à lire, mais j'ai commandé 3 livres que mon ami Jonas Fortier m'a recommandé pour que je puisse juste m'informer. C'est sûr, il y a aussi simplement ma réception en tant que poète, donc ce que son écriture me fait, les effets que ça me fait. Surtout aussi qu'il y a une proximité, donc forcément on en parle, Yahya et moi, on parle de sa poésie, on parle de comment il écrit, dans quel contexte, pourquoi, avec dire, avec qu'est-ce qui le nourrit aussi en arrière. C'est très 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 beau. C'est un immense privilège de pouvoir faire ça. Et c'est un immense privilège de pouvoir travailler en collaboration. Parce que l'écriture, ça peut être très solitaire, Mm. ça peut être très aliénant, et puis, justement, la performance, les causeries, la collaboration, c'est des moyens de pouvoir trouver euh, un ancrage plus communautaire et Mm. collectif. Et je pense que c'est ça qui va nous sauver en toute franchise. Donc, accrochez-vous à vos communautés, développez-les, nourrissez-les. C'est ça qui fait en sorte que ben, on ne se laisse pas emporter sous la machine de guerre et d'idéologie qui nous sépare. Donc, je pense que c'est un travail très, très important à Mm. faire. Voilà. J'aimerais ça te laisser ce dernier mot, mais peut-être qu'on pourrait prendre un petit moment de dernier mot avec une dernière lecture. Euh, Oui, j'ai oublié quel extrait on avait choisi, mais je pourrais peut-être lire, je vais vous laisser avec quelque chose de plus lumineux quand même. Donc, je pourrais vous lire un petit passage d'Euphorie
très différent de Stéréo, mais qui s'appelle le Manifeste de la fusion, que j'ai écrit au bord d'un lac sur un quai, donc parmi les lieux où mon écriture peut se développer, donc justement au bord d'un quai, c'est très différent que au Stéréo ou dans un spa, quoique le spa. Parfait, j'y vais. Je n'idolâtre pas, j'adore. Toutes les lettres, j'adore. Les enfants morts, pas morts, j'adore. Toutes les tulipes de la terre. Les petits pays comme les gros, j'adore. Les pays de la taille d'une poche, j'adore. Les continents sans nom, j'adore. Les questions, j'adore. Les vêtements, j'adore. Les promenades infinies, les fruits juste assez mûrs, j'adore. Manifeste de la fusion. D'abord, adorez. Mouillez-vous les cheveux, dites, voici mes cheveux. Pleurez par vos yeux, dites, voici mes yeux. Mordez dans le monde, oui, voici vos gueules. Si elles ont faim, voici mon corps. Il est humain, et il est beau, et il est laid, et il est tout ce qu'il me reste. Rangez vos pays sur le dos, dites, la terre promise est un cimetière, dont je dépasse toutes les lignes. Trouvez un panier assez gros, pour vos symboles et vos peines. Mettez votre vie dans le sac, dormez au centre de vous-même. Aimez sans savoir d'où vient le mal dans vos rêves. Croyez, mais ne soyez pas crédules. Dites, je ne suis pas nationaliste. Je suis ce qui naît et naît et naît et naît et n'arrête pas de naître. Je suis une bête sous le ciel, avec la terre dans mon œil. Dieu m'a fait juste, assez humaine, pour sentir les bordures d'une chose, sans jamais la nommer. Ayez un corps qui a chaud, un corps chaud de toute la chaleur d'un soleil. Ayez un corps qui brûle, pour la grandeur du ciel, ou la rondeur d'une goutte, parfaite. Ne détournez jamais le regard. Détourner le regard est un péché, dans la Bible des péchés oubliés par Dieu. Rendez-vous malléable, faites une lésion, faites une forme autre. Dégoulinez, transcendez tous vos états. Faites corps et chair et collision constante. Laissez tomber vos visages, vos apathies et vos défenses. Dites à vos muscles de se fondre. Tremblez des mains, souhaitez votre mort, souhaitez votre secousse, et la foudre vous prend, vous serre, vous fait la grâce de passer sur vous lentement. Laissez-vous crever ainsi, laissez-vous déchirer par la vie, laissez-vous fendre en deux, voler en éclats, voler comme un gaz, de molécules blanches inoffensives. Laissez-vous tomber dans les limbes, laissez-vous bercer d'invisibles, laissez-vous des verbes sans sujet, des sujets sans verbes, des personnes à aimer en silence. Dérobez-vous à la rage, dérobez-vous à la haine, jetez-vous dans le soleil, brûlez-vous de brûlures de tous les degrés, dégradez-vous lentement, lentement de bonheur, mutilez-vous lentement, lentement de douceur, glissez comme une larve dans vos solitudes à chapeau, portez vos habits de dimanche tous les jours. Merci. Bon, alors merci encore. J'ai l'impression que j'ai bien parlé, donc peut-être que s'il y avait des personnes qui avaient des questions, ce serait un bon moment. Si je vois que tu as pris plein de notes, donc dans des questions. Mais sinon... Moi, je peux commencer le temps que les personnes ont des idées. D'abord, merci. C'était très, très émouvant. Je pense que si ta mission, c'est nous faire éprouver des émotions, c'est complètement réussi. Quand tu parlais tu as dit dans un moment une phrase et
comme s'il y avait des poèmes, tu n'écris pas de la même façon quand il y a des poèmes que tu vas lire et il y a des poèmes que tu ne vas pas lire. Comment ça se passe? Est-ce que ça vient et tu sais, alors ça c'est un poème pour l'oral et ça c'est pas un poème pour l'oral? Et si c'est comme ça, est-ce que tu as jamais fait l'improvisation ou est-ce que tu fais ça, c'est une pratique Ah, mais j'aimerais tellement faire ça. C'est une très, très bonne question. Oui, alors je le sens quand un poème est à l'oral parce qu'il y a comme un rythme. Il y a un rythme qui s'installe, qui est le rythme où est-ce que l'image tombe. Aussi, parfois des sortes de rimes internes. J'aime pas tout à fait quand un poème rime, mais quand il y a des rimes internes, je trouve ça très beau. Euh, c'est très intuitif pour moi. J'ai pas du tout étudié ça. J'ai pas étudié la musique. J'ai pas étudié les rythmes. Chaque fois, je me dis, je devrais lire là-dessus. Et chaque fois, j'en fais, je fais ce que je veux. Donc, je me lance comme ça. J'ai pas fait d'improvisation. J'aimerais beaucoup. J'ai l'impression que euh, chaque fois que je viens pour en faire, je me retiens. J'ai comme un trop grand surmoi par rapport aux choses qui est plus facile à laisser tomber quand j'écris parce que la main, elle fait ce qu'elle veut. Elle est comme plus déconnectée de mon corps, alors que quand c'est la voix, c'est plus difficile. Euh, mais, euh, mais par rapport à l'écriture qui est parfois aussi juste simplement écrite, j'aime ça. Ce qui est différent pour moi quand c'est simplement écrit, c'est justement la matérialité du langage. C'est là où justement c'est ça qui prend le bord. Donc tout le trip avec j'allais dire les organes, mon Dieu, les voyelles, les O, les A, les U. Je trouve ça hyper intéressant à l'écrit justement. Et donc ça c'est un peu moins intéressant à l'oral parce que parfois on comprend pas qu'est-ce que c'est. On a envie de s'attarder plus. La poésie orale, ça va vite. C'est ça surtout la grande différence, c'est que ça va vite. Donc, il faut que ça soit digeste. Il faut qu'on comprenne les images. Donc, c'est beaucoup plus émotionnel, je crois, que quand ça devient plus conceptuel. Mais les deux, j'adore ça. Avant d'écrire ce projet-là, en passant, j'ai beaucoup écrit dans ma vie. J'ai écrit depuis que j'ai 18 ans. Donc, il y a plein de choses qui sont complètement dans d'autres thèmes, d'autres styles d'écriture aussi, qui peut-être un jour verront le jour si je meurs. Parce que moi, je ne publierai pas ça, mais voilà. Merci. Merci beaucoup, Glenda. Oui, Jonathan. Merci beaucoup pour la présentation. J'ai hâte que le recueil soit accessible, qu'on puisse le trouver en librairie. Ma question serait, qu'est-ce que tu entends, disons, par poème, disons, plus conceptuel? Est-ce que c'est comme... Comment pour toi s'articule, disons, le rapport entre pensée et poésie? Est-ce que c'est comme tu crées une forme à travers laquelle des choses viennent possibles ou est-ce que c'est dans la forme elle-même que la chose existe? Je veux savoir comment J'adore cette question. J'adore cette question parce que j'ai comme un exemple tellement clair de c'est quoi que ça veut dire pour moi. C'est que dans l'écriture d'Utérus, j'avais beaucoup de difficultés parce que j'avais l'incapacité de dire je, c'est-à-dire le pronom je, parce que je me suis dit, ben, on n'est pas un sujet quand on est dans un utérus. On ne peut pas dire je, on ne peut pas être une personne. Et grammaticalement, j'avais un grand problème. Euh, et donc, et ça, c'est des questions un peu plus théoriques, donc, dont le poème s'en fout, mais que moi, je m'en fous pas parce que ça marche pas dans mon projet. Et là, j'ai dû écrire tout un poème où il y a eu la naissance du jeu, en fait. Je fais naître le pronom je à partir d'une série de longues énumérations avec d'autres pronoms que j'emprunte ici et là. Mais justement, un poème que quelques-uns connaissent déjà, donc Voici l'histoire de ma gueule, qui donne le peut-être titre à mon manuscrit. Voici l'histoire de ma gueule, c'est littéralement l'histoire d'une cellule qui devient une gueule, donc qui se fait des dents, qui a des gencives, donc qui veut avaler, et qui veut dévorer le monde, et donc qui se forme un appareil buccal. Et du moment que elle a des dents, cette cellule-là, elle est capable de dire je, parce que pour dire je, il faut grincer des dents. C'est-à-dire, c'est aussi bête que ça, mais c'est ça, et c'est clair, c'est-à-dire, je le dis dans mon poème. Donc, ça, c'est un poème qui est né de réflexions qui outrepassent, c'est-à-dire qui dépassent la simple question du rythme et de l'émotion que j'essaye de véhiculer dans des poèmes qui sont plus
peut-être viscéraux, ou je sais pas c'est quoi le bon terme là, par rapport à ça, mais où là, il y a vraiment une question un peu plus épineuse avec laquelle je dois travailler. Et donc là, le poème prend des formes très farfelues pour ça. Il y a des poèmes comme ça avec des questions avec lesquelles je me bats, en fait, durant l'écriture. Mais il y a toujours un peu ça, c'est-à-dire c'est pas très tranché, c'est pas, ça glisse tout le temps. C'est une très bonne question. Très bonne réponse. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait poser une question? Sinon, T'as pas l'air sûr. Poser une question. Tu m'as beaucoup ému, donc je me suis mélangé, j'ai pris plein de notes, mais je ne comprends plus rien. Ça m'a beaucoup touché, les projets de traduction. J'ai l'impression que la littérature c'est quelque chose d'extrêmement frivole, mais qu'on arrive à faire des choses extrêmement concrètes avec. C'est une raison en plus pour s'émouvoir en face de ce que tu lis et ce que tu dis. Je voulais mais peut-être rebondir sur ce que tu venais de dire de la naissance de la bouche, les dents, la faculté de parler, mais en même temps, c'est la sortie de l'utérus. Tu as travaillé avec la psychanalyse, tout ce qui est la monade psychique, donc la découverte de soi quand on découvre le monde, parce qu'il nous manque les sangs maternels. Donc, comment faire cohabiter l'utérus et la bouche? Oh mon Dieu, quelle question. Mais c'est exactement ça, c'était ma question quand je me suis donné le défi d'écrire utérus. Je me suis dit, quelle aporie. C'est une très bonne question. Comment faire cohabiter l'utérus et la bouche? Mais je pense que quand j'ai présenté mon projet pour la résidence de poésie que j'avais faite, moi j'avais fait ma résidence de poésie sur utérus, c'est-à-dire c'était vraiment cette partie-là qui était la plus difficile pour moi à écrire. Et puis je l'ai présenté en disant précisément qu'est-ce qui peut substituer l'utérus après la naissance. C'est-à-dire c'était ça ma question. C'est-à-dire qu'est-ce qui peut venir être une sorte justement de matrice dans laquelle on peut vivre, grandir, se développer et être aussi en fusion avec l'autre, mais après la naissance, puisque bien sûr on ne retourne pas à ce lieu-là et puis on ne se souvient pas vraiment, peut-être que oui, je sais plus qu'est-ce que les experts disent, mais c'était ça ma question. Et puis quelqu'un sur Facebook qui avait lu, quelqu'un que je connais pas, qui avait lu cette description, qui avait commenté, mais pourquoi trouver un substitut à l'utérus? Mais voyons, la personne était un peu outrée. Et je peux comprendre, c'est-à-dire je ne veux pas substituer réellement l'utérus, c'était vraiment plus une question littéraire, comme on les aime. Puis, je pense que, en quelque sorte, la réponse pour moi est là, c'est-à-dire que l'utérus dont je parle aussi dans mon projet, c'est un utérus déjà un peu substitué, c'est-à-dire que c'est vraiment le concept plus large de cette fusion avec l'autre qui, pour moi, c'est-à-dire pas qu'elle est possible, c'est-à-dire certainement elle n'est pas possible et peut-être même pas souhaitable dans la vie après la naissance, mais moi, c'est toujours ça que j'ai cherché à faire avec l'autre. C'est-à-dire, c'est toujours ça que je cherche encore aujourd'hui. C'est la connexion, c'est la fusion, c'est de brouiller les limites entre les gens que j'aime et moi, parce que je les aime et c'est comme ça que je sais aimer. Après, c'est là où le travail, justement, du langage, de la bouche, du travail, de la rationalisation qui vient dire, oh, attends, arrête, il ne faut pas, et je suis d'accord. Mais il y a toujours chez moi, je pense, et mon écriture peut-être en témoigne, mais aussi mes relations sans doute en témoignent, il y a toujours cette envie de fusion. Il y a toujours cette envie de... Et le manifeste de la fusion, je veux dire, c'est quand même assez clair, mon Dieu, j'ai même pas fait le lien. Mais je sais pas si ça répond tout à fait à la question, comment est-ce que la bouche et l'utérus coexistent. C'est parce qu'il me semble que c'est deux composants très importants de ta poésie. Oui. Au moins dans cette poésie, l'utérus et la guerre, la violence et la paix, l'absence de moi et la recherche de moi. Oui. Alors, faire éclater les vers dans cette tension me semble
ton projet littéraire, mais c'est ma lecture de ton projet littéraire. Mais oui, en effet, c'est peut-être ça. J'ai peut-être pas assez de distance pour savoir moi-même qu'est-ce que c'est que ce truc que je viens d'écrire. Ouais. Mais pour la naissance de la gueule dans Utérus, je trouvais ça intéressant parce que finalement, mon projet marche pas. C'est-à-dire, dans Utérus, je sors de l'utérus. À un moment donné, je nais. Je ne peux pas rester là-dedans. Et je pense que c'est aussi ça que ça dit, c'est que faut pas rester là-dedans. C'est-à-dire, faut sortir de ce lieu-là, faut sortir du lieu confortable. Et je pense que de toute manière, pour avoir lu beaucoup sur la naissance, dans ce projet fou que j'ai fait dans la résidence, pour de vrai, je pense que je virais folle à un moment donné. Je regardais des vidéos de salamandres qui naissaient. Puis c'était, c'était très, très particulier. J'essayais de comprendre. Mais il y a un coup de pied à un moment donné que le fœtus, c'est pas un fœtus, je sais pas il est quoi à ce stade-là. C'est loin en ce moment dans ma tête, mais à un moment donné, le bébé fait un coup de pied dans la matrice pour sortir. La naissance est un acte qui se fait à deux. Parce qu'il y a un désir de sortir. Il y a donc aussi une sorte de rejet. Et je pense que ça fait partie de l'utérus, ce processus-là de se dire non, je sors, il y a le dehors. Et puis, bien sûr, tristement, le dehors dans mon recueil se débouche sur la guerre. Parce que c'est ça que je connais, sur lequel j'écris. Donc, c'est le dehors, mais durant la guerre, je me suis rappelée de ce dedans, de cette fusion, de cet autre, de cette promesse de vie. Tout en me disant qu'il faut aussi accepter le dehors, et j'ai dit gueux parce que je voulais dire, et il faut gueuler. Et il faut gueuler dans le dehors. Et je pense que c'est possible de gueuler dans la poésie. C'est pas obligé que la poésie soit sage, qu'elle soit silencieuse, qu'elle soit dans les livres et que les livres restent comme une belle décoration autour de nous. Je pense que non, en effet, on peut faire des choses très, très mordantes avec ça. Puis c'est ça que j'essaie de faire. Merci beaucoup, Samuel, pour ta question. Oui, j'aurais pas pu formuler exactement ça, mais c'est pas. Est-ce qu'on aurait une autre question? Sinon, je peux en poser peut-être une petite dernière. Parfait. En fait, il y a plein de sujets sur lesquels on n'a pas discuté, mais c'est toujours comme ça. Mais de toute façon, le livre, justement, le livre arrivera. Est-ce que tu peux nous parler peut-être un peu des détails quant à ce futur livre, peut-être du titre si tu en as envie, J'essaie de voir si mon éditeur est parti, mais je pense qu'il a filé. Il s'est dit, ça y est, la question arrive, je m'en vais. Alors, si jamais je ne suis pas supposée le dire, ça reste ici. Mais je pense que c'est assez... mon livre, je l'ai envoyé à Loi de Cravant. Donc, c'est la maison d'édition que j'aime beaucoup depuis que je suis au cégep. Donc, c'est comme mon rêve de jeune petite littéraire poète de publier dans cette maison. Donc, en ce moment, c'est en cours d'édition. Et puis, la date de sortie serait donc d'ici le printemps prochain. En ce moment, c'est donc plus autour de avril-mai qu'on attendrait peut-être la naissance de ce projet, avec peut-être ce titre, peut-être un autre, je ne sais pas. Mais ça serait quelque chose de ce genre-là, donc l'histoire de ma gueule ou autre. Mais j'ai très très hâte que ça sorte. J'ai l'impression que ça fait quelques années que je fais plein de projets, que je lis, que je fais des affaires, mais que j'existe pas hors de mon corps, et pas que je veux exister hors de mon corps parce que j'aime bien exister dedans. Mais ça, voilà, ça va être une autre type d'existence que je ne vais pas vouloir, ou peut-être que je vais vouloir, mais que je vais pas pouvoir contrôler, et c'est mieux. Donc voilà, restez à l'affût. J'espère que ça vous plaira quand ça va sortir. Je suis persuadée que oui. Merci énormément. Merci vraiment, Sarah. Merci.